Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce premier JT de l'automne. Mais il n'y a pas de saison, vous le savez, pour commenter, partager et cliquer sur le pouce en l'air. Alors, je vous invite à le faire. Au programme ce soir, retour sur le conflit en Ukraine qui a rythmé la réunion de l'ONU. Une réunion sous très haute tension où le dialogue entre les parties n'était visiblement pas au programme. La propagande médiatique, elle, en revanche, tourne à plein régime. Nous évoquerons ensuite les élections législatives italiennes avec la candidate Giorgia Meloni en grande favorite pour devenir présidente du Conseil. Et puis pour terminer, nous partirons en Grande-Bretagne où des affrontements entre des groupes de Pakistanais et des groupes d'Indiens secouent certaines grandes villes du pays. Un conseil de sécurité de l'ONU pour rien et une propagande qui se poursuit. Alors que la guerre en Ukraine va tristement fêter son 7e mois, la paix ne semble toujours pas au programme occidental. La Russie, elle, joue une partition souvent illisible pour les médias. Le point tout de suite. Un dialogue de sourds comme prévu. La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU n'aura servi à rien, sinon à constituer un événement incompris à commenter pour les médias occidentaux. La presse française a notamment fait ses choux gras ce vendredi matin en expliquant que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, avait commis l'affront de quitter la réunion après avoir pris la parole. Monté en épingle pour illustrer une prétendue obstination russe à refuser le dialogue, l'événement est en réalité relativement banal. En effet, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé en transe à la tribune mercredi, n'est pas non plus resté pour la suite. Pire même, lors de l'allocution jupitérienne, la salle était aux 3/4 vide. Vidéo. Mais ce sont les valeurs que nous avons bâties après la Seconde Guerre mondiale, après les colonialismes. Peu de spectateurs pour Emmanuel Macron, de quoi donc rendre l'analyse quant au départ de Sergueï Lavrov assez peu pertinente. Par ailleurs, il faut avouer que là ou non, le dialogue entre la Russie et le camp occidental semblait relativement bouché. Le ministre russe et le secrétaire d'État américain Antony Blinken ont d'ailleurs utilisé tous les deux les termes de crimes impunis pour s'accuser l'un l'autre. Des crimes de guerre commis sans doute des deux côtés, comme l'avait signifié l'organisation Amnesty International avant de se faire mettre dehors d'Ukraine. Les Occidentaux ont toutefois utilisé le départ de Lavrov comme un aveu de culpabilité, estimant que l'Assemblée au complet aurait condamné les agissements russes. Preuve, là encore, que l'Occident n'a pas encore pris acte de son déclassement mondial. En effet, l'Inde et la Chine, représentant à elles deux la bagatelle de 2,8 milliards de personnes, sont très loin de l'alignement sur les positions de Washington. De même, le continent africain, représentant 1,2 milliard de personnes, n'est pas non plus unanime sur la question. À plus forte raison, il est vrai, depuis que la Russie s'y est durablement implantée, à mesure que la France notamment a reculé au fil d'un père politique et diplomatique, à l'image de celui-ci au Burkina Faso. Vidéo. Et moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Moralité, Emmanuel Macron ne s'occupe plus de la climatisation, mais il ne s'occupe plus de grand-chose en Afrique, pendant que Vladimir Poutine, lui, y a durablement pris attache. Un état de fait représentatif de l'organisation mondiale. Pendant que les Occidentaux parlent via leurs médias aux ordres, les autres avancent leurs pions. À ce titre, 4 régions de l'Ukraine organisent sous l'impulsion russe, dès ce vendredi et jusqu'au 27 septembre, leur référendum quant à la possible annexion par Moscou. À Donetsk et Lugansk, 2 républiques autoproclamées du Donbass, les résultats attendus sont assez clairs. Une victoire du rattachement à la Russie. Sans surprise, la régularité du scrutin, sans doute discutable, sera remise en cause par les Occidentaux qui les considèrent déjà comme une parodie. Pourtant, la population, majoritairement russophone, est pro-russe et marquée par les combats dans lesquels l'armée ukrainienne n'a pas lésiné depuis 2014, au mépris des accords de Minsk 1 et 2. 2 autres votes sont organisés dans les régions de Zaporijjia, où se situe la centrale nucléaire, et de Kherson. Une victoire d'un oui à la régulière dans ces provinces est probablement moins évidente. En réalité, la question est de savoir comment Vladimir Poutine réagira en cas d'annexion fort probable d'au moins un de ces territoires devenus russes, dans la mesure
où les combats s'y abattent. Dans ce contexte, toutes les élucubrations qui se répandent dans les médias sont à prendre avec des pincettes. Vladimir Poutine est tantôt acculé et désespéré au point de déclencher une bombe atomique, tantôt un dictateur sanguinaire envoyant les hommes de son peuple au charnier. En réalité, nul ne sait véritablement quels sont les plans russes, de quoi rendre donc difficile l'appréciation de la situation. Deux choses sont néanmoins certaines. Les Occidentaux ne brillent pas non plus par leur volonté d'apaisement, alors que cette guerre fratricide, qui fait des victimes chaque jour plus nombreuses, aurait pu être évitée. L'Italie en passe de changer de visage. Dimanche, les élections législatives pourraient consacrer la victoire de Giorgia Meloni et de la droite. Élément d'explication d'Olivier Frère-Jacques avec Marie Darmagnac. La droite italienne en pôle dans les sondages. Dimanche, nos voisins transalpins sont appelés aux urnes pour les élections législatives. Un scrutin pour lequel les études d'opinion donnent la coalition de droite largement gagnante, avec en chef de file la patronne du parti Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Une tendance qui semble assez forte, comme nous l'explique Marie Darmagnac, qui a préfacé le livre témoignage de la candidate. Les chances sont quand même très grandes. Tous les sondages s'accordent pour le dire que la coalition de droite va l'emporter en Italie, avec a priori comme premier parti d'Italie le parti Fratelli d'Italia dirigé par Giorgia Meloni, ce qui fait donc qu'elle serait l'élément dominant de la coalition de centre-droit. Après, il y a le parti des abstentionnistes, et ça c'est la grande inconnue comme toujours. Mais il y a des signaux quand même qui montrent que cette coalition est bien placée pour les élections, puisque l'establishment européen parle de ce retour au pouvoir de la droite italienne comme un fait acquis. Fondé en 2012, le parti de Giorgia Meloni connaît une ascension fulgurante, aujourd'hui donné au-dessus de 25% d'intention de vote. Il avait réalisé son meilleur score en 2019 avec 6,45% des suffrages aux élections européennes. De son score de dimanche dépend l'équilibre des forces de la droite italienne. Elle va bien sûr gouverner selon leur programme établi ensemble avec les alliés de la coalition, c'est-à-dire avec la Ligue et Forza Italia. Mais la composition du gouvernement, si vous voulez, dépendra du rapport de force, du nombre de députés et de sénateurs que chaque parti obtiendra. À ses côtés, l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi et l'ancienne nouvelle tête d'affiche Matteo Salvini. La vie politique italienne voit ainsi défiler les personnalités. Marie Darmagnac estime, elle, que Giorgia Meloni ne se dirige pas vers un destin éphémère comme le paysage politique italien en connaît beaucoup. Je ne crois pas tellement à un destin éphémère parce que je veux dire, elle a mis du temps. Elle a fondé son parti il y a 10 ans et elle a commencé très bas. Et en fait, elle a créé du consensus autour d'elle petit à petit, un peu à la force du poignet, en labourant le terrain notamment. Donc elle a beaucoup milité, elle vient d'un milieu populaire, elle connaît les Italiens la connaissent. Je ne crois pas que ce soit une étoile filante de la politique italienne. Si les sondages sont justes, Giorgia Meloni sera dimanche soir à la tête du premier parti du pays devant le Partito Democratico, héritier du Parti communiste. Dans cette hypothèse, le président de la République italienne n'aura d'autre choix que d'appeler celle qui serait la première femme président du Conseil. Pour préparer cette hypothèse idéale, Giorgia Meloni a travaillé sa crédibilité et apparaît aujourd'hui comme une éventualité dans son pays et même devant les institutions européennes. La coalition de centre-droit gouverne 14 des 21 régions italiennes. Ils ont le personnel politique suffisant. Après, ça dépend de quel point de vue on se place, savoir si ce programme est crédible. La gauche dit que non, que ça n'est pas tenable. Moi, j'ai un petit peu étudié le programme et notamment sur le plan même économique, c'est un programme classiquement de droite, ancré à droite. La différence, si vous voulez, et le choc que créerait cette arrivée au pouvoir de la droite italienne, c'est qu'il y a une vision qui s'éloignerait de cette évolution politique qui va plus vers la gouvernance et moins vers le politique. Là, ce serait un retour du politique. Le retour du politique, mais aussi une situation politique et économique délicate. Inflation, dette, crise de l'énergie. Les dossiers sont dantesques pour l'Italie, qui compte tout de même parmi les 10 premiers PIB au monde. Prudente, la principale intéressée, a toujours déclaré qu'il s'agissait de se garder de trop promettre. L'Angleterre en proie aux tensions communautaires. Certaines villes britanniques marquées par une importante immigration sont confrontées à des heurts entre des groupes d'hindous et d'autres de musulmans. Des affrontements d'abord déclenchés à l'occasion d'un match de cricket entre l'Inde et le Pakistan.
L'Angleterre, nouveau théâtre d'affrontements entre jeunes Indiens et Pakistanais. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, une victoire de l'équipe indienne contre l'équipe pakistanaise lors d'un match de cricket le 28 août dernier. Le soir même, de jeunes supporters indiens défilaient dans la ville de Leicester, une ville marquée par l'immigration, en criant Pakistan Murdabad, signifiant littéralement mort au Pakistan. Un homme aurait même été pris à partie par la foule en raison de ses origines pakistanaises. La vidéo de l'agression ayant fait le tour des réseaux sociaux, de jeunes Pakistanais ont riposté en lançant des attaques visant la communauté hindoue. Des représailles revêtant aussi une certaine connotation politique puisque des slogans vilipendèrent Narendra Modi, le Premier ministre indien réputé pour sa tendance nationaliste et anti-islamiste. Mais c'est lors des 17 et 18 septembre que les événements ont pris une autre tournure. Depuis, les tensions entre Indiens et Pakistanais ont redoublé de violence. La ville connaît des affrontements entre bandes de jeunes suivis de heurts avec la police. Voici ce qui s'est passé lorsque les tensions latentes ont débordé samedi soir. Une marche hindoue à Leicester a conduit à des affrontements avec des musulmans. Des bouteilles ont été jetées sur la police. Lundi, le maire de Leicester affirmait que les affrontements entre communautés étaient sans précédent. 18 arrestations ont été effectuées pendant le week-end. Au total, on peut compter 47 arrestations depuis le match de cricket du 28 août. Une situation qui n'est pas étrangère au caractère multiculturel de cette ville de plus de 300 000 habitants. En effet, selon le média suisse Le Temps, Leicester abrite 36 mosquées et des dizaines de temples hindous et sikhs, véritables symboles de la diversité en Angleterre. La commune montre depuis près d'un mois une autre facette de l'immigration, l'importation des conflits. De plus, les tensions, comme l'immigration, ne se limitent pas à la seule ville de Leicester. Le 20 septembre, la ville de Smethwick, à côté de Birmingham, plus d'une centaine de jeunes Pakistanais masqués criant Allah Akbar ont manifesté devant un temple hindou. Par la suite, des projectiles ont été lancés en direction de la police, contrainte depuis de renforcer la sécurité autour des lieux de culte hindous et musulmans. Pendant ce temps, le Haut-Commissariat indien et le Haut-Commissariat pakistanais dénoncent chacun la communauté adverse et adoptent l'un et l'autre le même comportement victimaire. Alors que les Indiens parlent de violences perpétrées contre la communauté indienne et des vandalismes contre les symboles de la religion hindoue, les Pakistanais, eux, parlent de campagnes systématiques de violence et d'intimidation dont sont victimes les musulmans de cette région. Alors que la Grande-Bretagne compte plus d'1,5 million d'Indiens et plus d'1 million de Pakistanais, ces affrontements ont toutes les chances de s'étendre dans le pays. Des manifestations seraient déjà prévues à Nottingham ou à Coventry.